Israël est confronté à un dilemme moral alors que le président Trump fait pression sur Israël pour qu'il passe à la deuxième phase de son plan de paix. Même si le Hamas refuse de restituer le dernier corps d'otage à Gaza, une guerre civile est en train de couver. Un rival local a été tué, les troubles gagnent les rues et le Hamas refuse de déposer les armes. Pendant ce temps, le Qatar séduit les influenceurs américains et fait pression pour un retrait total d'Israël de la bande de Gaza. Alors, la phase 2 est-elle une véritable stratégie ou simplement un dangereux théâtre politique? Nous allons tout analyser aujourd'hui dans notre émission Le Quatuor. Bienvenue à tous dans Le Quatuor, ici avec ma merveilleuse co-animatrice Émilie Schrader, la militante des droits de l'homme et journaliste Bella Bibelucci. Elle est tout à la fois une militante, un mannequin, une danseuse et ma très bonne amie. Shea DeLuca, une personnalité de la télévision israélo-canadienne et bien sûr, comme nous tous, une militante. Bienvenue, Shea. Je suis ravi d'être ici. C'est génial de t'avoir ici et que se passe-t-il? Nous sommes maintenant au moment où la phase 2 doit débuter, mais l'essentiel reste la phase 2, bien sûr. L'otage, l'unique otage, le héros déchu, et cet homme était vraiment un héros qui est allé déjà blessé. Il avait été blessé lors d'un accident qu'il avait eu, Ranvili, et il est allé dans le feu. Il a éliminé des terroristes et sauvé de nombreuses personnes avant d'être tué. Son corps reste à Gaza. Mais plus stratégiquement, ils ne se sont pas désarmés, personne ne sait qui va les désarmer, personne ne sait qui peut les désarmer. Et puis vous avez ces hypocrites lobotomisés à Doha qui parlent comme si Israël avait tout commencé et que c'était uniquement la faute d'Israël et tout le monde suit le mouvement. Bien sûr, nous savons que Tucker Carlson fera cela, mais aussi les Saoudiens, ce qui me déçoit beaucoup. Tout le monde a décidé cela. La stratégie, c'est de tout reprocher à Israël, même s'ils ignorent le rôle que le Qatar joue en permettant aux terroristes d'agir, en finançant les terroristes et en étant à la fois l'incendiaire et le pompier. Que va-t-il se passer? Va-t-on passer à la deuxième phase? Le chef d'état-major des armées a dit hier « La ligne jaune, c'est notre limite ». Qu'en penses-tu, Émilie? Je n'en ai absolument aucune idée. Oh, Émilie, c'est justement ça l'idée. Je sais, non? Je ne pense pas qu'on va passer à la phase 2 comme c'était prévu au départ. Je pense que le Hamas a été très clair à ce sujet. Ils ne vont pas désarmer et ils ne vont pas se retirer du gouvernement. Et maintenant, on voit le Qatar faire marche arrière et dire « Oh, eh bien, nous devrions entamer la deuxième phase, même si tous les otages ne sont pas libérés. » La Turquie partage aussi cet avis. Apparemment, le dernier otage ne compte pas pour eux. Je sais qu'ils n'ont vu ces humains que comme des monnaies d'échange, comme ils l'ont souvent répété ces 2 dernières années. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. La question du désarmement n'est-elle pas vraiment l'enjeu principal ici? S'ils ne se désarment pas et qu'ils continuent à gouverner Gaza, alors quel est l'intérêt? Quel était l'intérêt d'un plan en 20 points présenté à l'Organisation des Nations Unies en espérant qu'il ne gâche rien? Le plan vise à ce que Donald Trump obtienne un prix Nobel et puisse le dire. J'ai résolu 3000 ans de conflit, même si cela n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé de cette façon. C'est bien qu'il y ait eu des progrès, mais ça tient. Voilà pourquoi ils l'ont présenté ainsi. Rien n'est jamais simple. Que penses-tu de ce bazar? Il reste un otage. Les otages ne sont pas chez eux et c'est tellement frustrant de regarder le monde. Regarde cette personne comme si elle n'avait pas d'importance. Et comme tu l'as dit, il était l'un des plus grands héros, le plus grand, l'un des premiers à être entré, l'un des derniers à rentrer chez lui, le dernier à rentrer chez lui. Et tu sais, je regarde ça et je suis d'accord avec toi, Je pense que c'est tellement important. J'avais vraiment de l'espoir. Vraiment, vraiment. Tu sais, j'ai mis tous mes espoirs sur le président Trump. J'espérais vraiment qu'il nous mènerait à la deuxième phase et terminerait la première. Je suis d'accord. Je pense qu'à ce stade, il veut juste obtenir. Il ne vise pas un autre mandat ni une nouvelle présidence, il veut seulement le prix Nobel de la paix. Et je suis vraiment inquiet qu'à ce stade, ça devienne presque insignifiant pour lui et ça m'énerve. Ça dépend. Ça dépend aussi d'éventuels événements avec l'Arabie Saoudite et le Qatar dont nous ignorons l'existence. Il ajoute « Vous non plus ne pensiez pas qu'on ramènerait les 20 otages vivants et pourtant on l'a fait. Laissez-nous travailler. » Même s'il parle de ce week-end où l'on passe à la phase 2 alors qu'aucune arme n'est reprise à Hamas.
Et personne n'est capable de le faire, de vraiment accomplir cette mission à part Tsahal. Mais tu sais quoi? Il a aussi dit, et c'est autre chose qui m'inquiète vraiment, c'est que maintenant, on parle d'armes lourdes contre des fusils. Alors sortons les armes lourdes, d'accord? Et les fusils peut-être? Laissons les fusils, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Mais ce serait ridicule. Ce n'est pas du désarmement. Non. Hélénie, Franchement, vous ne pouvez pas passer d'une phase à l'autre tant que vous n'avez pas dépassé la précédente. La phase a été menée à terme, malgré de nombreuses violations du cessez-le-feu par le Hamas, mais le monde reste silencieux. Nous devons passer à la phase 2, mais pourquoi? Ils restent en otage et ils sont toujours armés. Donc, si nous voulons vraiment respecter au moins 2 de ces points, pourquoi cela n'est-il pas fait? C'est aussi simple. Il n'y aura donc pas de phase 2. Israël ne doit pas traiter avec le Qatar sous aucune forme. Son corps doit d'abord rentrer à la maison. Que ferez-vous pour le désarmement? Aucun progrès n'est possible. Il ne faut pas récompenser un enfant pour un mauvais comportement. Pourtant, c'est ce que le monde fait. Non, on ne récompense pas le mauvais comportement. Vous ne pouvez pas donner une étoile d'or. C'est devenu quelque chose que tout le monde fait. Oh mon Dieu, tu as respiré aujourd'hui. Félicitations. C'est exactement comme ça que le monde regarde le Hamas. C'est exactement comme ça qu'on traite les terroristes et même les sympathisants à travers le monde. Je me fiche que le monde pense qu'on doit passer à la phase 2. Où étiez-vous tout ce temps? eh bien, je trouve encourageant que le chef d'état-major, Zamir, l'ait dit. La ligne jaune jusqu'à nouvel ordre, c'est la nouvelle frontière. La question est de savoir si les Américains vont nous pousser à éviter une guerre comme prévu et maintenir cette frontière comme temporaire plutôt que permanente. De mon point de vue, je ne vois pas comment nous pourrions reprendre, car je ne vois pas comment le Hamas va se désarmer. Quelle que soit la pression sur Bibi, je pense qu'il est très doué. On peut l'aimer, il sait résister à la pression. Le fait que nous soyons en zone jaune dès le début, alors que l'avantage est à nous et non à eux, je pensais que c'était la plus grande réussite de la guerre. Penses-tu qu'il tient le coup maintenant? Eh bien, nous n'avons rien vu d'autre, a dit le chef d'état-major. Il ne bouge pas de la ligne jaune et nous non plus, nous ne bougeons pas de la ligne jaune. Il a aussi déclaré hier que nous pourrions revenir dans les zones déjà nettoyées parce que, devine quoi, les terroristes reviennent et ils se réarment. Et pendant ce temps, on a toute cette farce. Hier, j'ai interviewé Olga Deutsch de Organisation non gouvernementale Monitor. Ils ont publié un rapport sur la façon dont toutes les organisations humanitaires, en gros, on le savait déjà. D'accord? Mais maintenant, il y a des preuves. Elles étaient toutes de mèche avec le Hamas, elles travaillaient toutes pour le Hamas. Elles planifiaient et organisaient toutes ensemble la façon dont elles allaient publier leur rapport sur la famine, sur ceci, sur cela, tout cela avec le Hamas. On le savait instinctivement, non? Et maintenant, il y a des preuves. Tu penses que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Fini l'époque où l'on voyait un enfant africain atteint de kwashiorkor avec une mouche sur lui et où l'on pensait qu'en payant une célébrité, non. Cette époque est révolue quand c'était une réalité, quand on pensait vraiment qu'il y avait une véritable crise humanitaire. Cela, quand j'étais plus jeune, me faisait vraiment croire que, mon Dieu, il y a vraiment des enfants qui meurent de faim. Ces organisations faisaient vraiment quelque chose pour eux. Donc, ce n'était qu'un moyen pour eux d'aller en Israël. Ça a toujours été un moyen pour eux de s'assurer qu'Israël soit littéralement rayé de la surface de la terre. Et comment fait-on cela? On commence par un conte de fées sur la façon dont nous sauvons le monde. Nous sommes là pour vous, nous ferons tout ce qu'il faut, vous nous financez, nous nous occupons de tout. Et puis, on regarde comment cette guerre s'est déroulée. Où était-il? Si on veut vraiment employer ce terme humanitaire, où était-il? Eh bien, la Croix-Rouge s'est apparemment excusée auprès de l'un des otages. Qui était-ce? L'un des otages est sorti et a dit que les fonds, Ils n'ont rien fait. ils ont pointé l'arme. La femme a dit « Désolé, nous n'avons rien fait et ne le ferons pas forcément C'est gentil. ». Ah oui, C'est tellement gentil. Oh, Réconfortant. oui, très réconfortant. Je t'aime. alors parlons de Doha parce que je ne peux tout simplement pas. Ouais, Comment ces gens peuvent-ils se dire journalistes? Christiana Mampour, qui ménage Al-Jolani, qu'ils veulent se transformer en Herzl, comme ils l'ont déjà fait ressembler à Herzl. Ils l'ont habillée en costume et taillé la barbe, vous avez vu? Et elle lui fait une interview complaisante, pleine de lèche-bottes. Et puis, bien sûr, vous avez aussi, Tu n'as pas entendu ça? Ce n'est pas un terroriste. non, Al-Qaïda ne sont pas des terroristes. Les gars, tout le monde a vu que l'Amérique, ce sont eux les terroristes.
Voyez ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Je le sais car Ahmed Al-Shara me l'a dit lors d'un forum à Doha. L'Amérique est la véritable terroriste. Il a dit « L'Amérique était une terroriste ». Oui, bien sûr, tout ce que Trump a fait pour le légitimer, pour lever les sanctions et pour laisser son pays fonctionner. Même lorsqu'il massacrait des Juifs et que nous les défendions, Trump est resté avec lui et il blâme maintenant l'Amérique. Oui, c'est ça! Et Christiane Amanpour a dit « Oui, monsieur ». Oui, je veux dire, c'est tout l'intérêt du forum de Doha. Tout ce qui est occidental serait terrorisme. Et le terrorisme ne le serait pas. Nous vivons dans un monde à l'envers. Nous vivons à l'envers. Mais si vous regardez en termes de ce que vous vendez, de ce qu'ils vendent, ils disent toujours que l'Occident est le prochain. Alors, quel genre de langage utiliseriez-vous? L'Occident est vu comme terroriste, mais en tant qu'occidental, tu dois les considérer comme les gentils et défenseurs de la liberté. Pour moi, le Hamas se bat, c'est leur langage. Et si tu regardes vraiment ce qu'ils font, c'est incroyable, parce qu'ils ont joué sur le long terme. On commence seulement à en voir les conséquences. Tu sais, c'est intéressant pourtant parce que tu parles du Hamas comme des combattants de la liberté. Et pourtant, quand Tucker Carlson interviewait le premier ministre ou président, peu importe, du Qatar et lui a dit « Vous avez le Hamas ici, ils sont dans votre pays ». Ils ont essayé de faire croire que c'était à la demande d'Israël, qu'ils étaient là pour des raisons de sécurité ainsi que des États-Unis. Oui! Et j'ai regardé ça La même chose parce qu'on est vraiment préoccupé par Khaled, comme le dit Marshall. très préoccupé, c'est pourquoi on l'a bombardé. Honnêtement, je dirais cela. Journaliste, on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement. Le mot journaliste n'a plus la même signification qu'avant. Ce n'est plus le cas. Et c'est exaspérant. Oui, c'est très exaspérant car il y a un programme derrière. Cette conférence de Doha avait un programme très clair et tout le monde s'y conforme bien. Tucker Carlson, on s'y attendait. Il dit acheter des propriétés sans être payé. Bien sûr, on te croit. Je ne sais pas où est Piers Morgan, mais il cherche apparemment des fonds pour son nouveau média, New Media Outlet. D'accord? Je ne sais pas s'il est là. Don Junior, oui. Bien sûr. Et tu as les mêmes suspects habituels. Christianamampour. Quels autres journalistes ai-je vus là-bas qui sont terminés? Yalda Hakim, bien sûr. Donc tous. Et la République islamique? Et la République islamique? Là est la République par-ci. Rob Nally. Oh, bien sûr. Il ne devait pas être enquêté. Il fait toujours l'objet d'une enquête. Mais comment? Quelle belle chose! Et l'enseigner intelligemment. Comment ils ont fait? Parce qu'ils ont commencé à construire petit à petit. Bon, quand j'ai commencé à regarder il y a quelques semaines, ils avaient déjà le truc de la mode. Ce week-end, il y avait le gala de Franca Sazzoni et une tournée Wind. Ensuite, avec F1, ils ont réuni toutes les influenceuses conservatrices avant la conférence. Alors, sommes-nous vraiment surprises du déroulement du tapis rouge et du moment où ils l'ont fait? Pendant qu'on nous pose la question, passons à la phase 2. Oui. Parce que tout le monde qu'ils avaient était très cultivé. Mais tout ça, c'est comme une comédie. Je ne sais pas comment le décrire. C'est comme un monde à l'envers. Tout est à l'envers. Et ils ont Ravid Zarif qui dit « Oh, l'Iran n'a jamais tiré une balle alors qu'il tue des femmes, ils partagent une mèche de cheveux, ils construisent un programme nucléaire pour détruire Israël, mais ils n'ont jamais tiré une balle. » Permettez-moi de dire ceci. Si Netflix regarde, la prochaine saison de Stranger Things doit être comme ça. C'est littéralement ça. Nous sommes en train de le vivre. Et puis, et en même temps, complètement ignoré par tous ces perroquets à la conférence. Vous avez Khaled Mishal qui dit très clairement « Regardez bien qu'ils ne vont pas désarmer de sitôt. » La bataille n'est pas encore terminée. Protéger le projet est l'arme de la résistance. Notre peuple a le droit de se défendre. La résistance est l'honneur de la nation et sa fierté. Voilà notre situation. À Doha, c'était comme s'il ne se passait rien. La seule chose qu'ils devraient... La seule personne qu'ils ont oublié d'inviter, c'était mademoiselle Rachel. Oui. Quel manque de politesse, ils auraient excellé. Ils auraient fait des merveilles et ça aurait été merveilleux pour elle. Mais c'est, vous savez, plus je lis l'histoire et je lis ce long livre sur l'histoire des Juifs, rien n'est nouveau sous le soleil, vous savez. Nous avons déjà vécu cela plusieurs fois et c'est juste incroyable que les gens soient lobotomisés et tombent dans ce piège. Oui. Je ne t'ai pas dit que c'était Chai, tu es au Canada, voyons. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Voici ce que je réponds souvent aux Canadiens qui me demandent quel sera l'avenir du Canada. Il suffit de regarder Paris et Londres. Ça arrive. Ils pensent que j'exagère, que je suis trop alarmiste.
Je ne le suis pas. Je le vois chaque jour. Écoutez, je suis très ouvert, je présente à l'antenne, je suis sous les projecteurs. Je le fais, vous savez, je parle d'Israël tout le temps. Je ne peux pas aller de chez moi à un événement sans sécurité. Non. Je ne peux pas. J'ai besoin de la sécurité en permanence. Ils doivent m'escorter par des chemins détournés. C'est fou ce qui se passe là-bas et c'est absolument... Je ne dis pas que tout le monde l'accepte, mais le gouvernement, oui, et il ne fait rien. Notre maire, le premier ministre provincial, je préfère ne pas en parler. Rien n'est fait, ce qui semble presque justifier tout ce qui se passe. Oui, C'est une période effrayante. tu sais, c'est incroyable. On pensait que ça ne pouvait pas être pire que Trudeau. Eh bien, ça l'est devenu. Tiens ma bière. Ouais, non, ça devient grave. Et je suis très inquiet pour le Canada. Je suis très inquiet pour ce que l'avenir réserve au Canada. J'essaie d'être optimiste et j'espère que le balancier repartira dans l'autre sens. On attend et on verra. La question, c'est à quel point? Je dis toujours que parfois, les choses doivent empirer beaucoup avant de s'améliorer. Et moi, chaque semaine, je pense qu'on a touché le fond chaque semaine. Je pense qu'on a touché le fond. Et puis, il y a des gens qui commencent à se réveiller ou des personnes déjà à moitié éveillées qui sortent et disent « c'est ridicule ». Tu sais, tu ne verras pas. À moins que je me trompe, lors de cette conférence de Doha, un Émirati, je n'en ai pas vu un seul parce qu'ils savent exactement qui est le Qatar. Correct. Peut-être que je me trompe. Les Saoudiens, cependant, C'est ça, aucun Émirati. je n'en ai pas vu, mais il y avait les Saoudiens. Ah, ils m'ont vraiment déçu parce qu'ils étaient aussi chez Bruggers. Ils ne s'entendaient pas non plus avec le Qatar. Ils avaient une sorte de guerre froide. Ils se sont affrontés dans des camps opposés pendant la guerre. Au Yémen, Ils se battent encore. ils se battent de nouveau au Yémen. Mais écoutez-les. La princesse demanda « C'était elle ?» Je crois que la princesse saoudienne accusait Israël de tout. Pour les Saoudiens, maintenir leur relation avec les États-Unis est désormais prioritaire. Je pense que c'est une façon de dire « Hey, nous faisons ce qu'il faut, nous suivons la ligne ». Et à la fin de la journée, les États-Unis n'habitent pas la région, mais leur influence y est telle que je le dis depuis des années. Cela comptera un jour. Nous devons pouvoir nous libérer de cette chaîne imposée par les États-Unis ici dans la région et dans le pays. Je suis d'accord. Et en parlant de ça, un autre génie à la conférence de Doha, Tom Barak, qui est un peu le... Est-il ambassadeur spécial? Je ne sais même pas. Yves dit que c'est drôle parce qu'il m'a volé un mot ou deux mots. Ouais, J'ai toujours dit ça dans le monde arabe, la seule chose qui marche. Je le répète depuis des années, seule une monarchie ou dictature bienveillante fonctionne. Mais il va complètement ignorer le fait qu'Israël est une démocratie et il dit non, non, Israël, ce n'est pas une démocratie. La seule chose qui marche, tu sais quoi, Tom Barak? La seule chose qui fonctionne pour les pays arabes, c'est une démocratie bienveillante. C'est une dictature ou monarchie bienveillante. Pas pour le pays juif libéral avec la liberté d'expression comme Israël. Ça ne fonctionne pas pour nous. Ça fonctionne pour les pays arabes qui, s'ils n'avaient pas ces monarchies bienveillantes, auraient des frères musulmans. oui. Donc, encore une fois, je pense juste que tout le monde a été lobotomisé. Vous savez, non, je regarde. Je regarde les pays démocratiques en Occident, en Europe, en Amérique du Nord. Et je les vois s'extasier comme des fans devant ce qui se passe dans ces dictatures. Comme si c'était, waouh, une nouvelle façon de, vous savez, vivre sa vie. Ils agissent ainsi depuis leur confortable maison en Occident, libres de tout, jusqu'à ce que cela les touche. Révolutionnaire de salon? Merci. Oui, Mais la beauté de ça, pour moi, c'est de voir tout ça se dérouler, la vraie vie. 50 ans du plan centenaire sont passés, nous y sommes maintenant. Je ne pense pas que l'Occident soit le prochain, on le voit déjà se produire en temps réel. Observez comment les gens perçoivent, reçoivent, traitent l'information et y réagissent. Donc, nous n'avons pas encore atteint le point où il y a ce discours civil en Occident, mais nous y sommes déjà. Changez de langage, mais continuez à dire non, ce n'est pas ça. Suivant. Regardez autour de vous, je ne sais pas. À New York, on a l'impression qu'il y a ce nuage noir autour de vous parce que quelque chose va arriver, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Vous pouvez tirer sur 2 membres de la Garde nationale à Washington, district de Columbia, mais c'était un cas isolé. Mais 2 secondes plus tard, vous avez Chris ou Stéphane dans le Michigan qui y vont. Tout cela va se reproduire en ligne. Ils disent ça en ligne. Ce n'est que le début. Préparez-vous. Et il n'y a aucune sonnette d'alarme qui retentit dans ce genre de situation.
Parce que le pays lui-même est tellement vaste, les façons de penser des gens sont tellement différentes, les convictions politiques des gens sont tellement différentes. Et maintenant, nous sommes dans ce moment où tout le monde veut dire « je vais m'opposer à l'administration actuelle, quoi qu'il arrive ». Peu importe ce que je crois ou ce que je sais sur Israël, tant que je peux littéralement dire que je ne soutiens pas ce genre d'administration, ce genre de direction, alors j'ai raison. J'exerce, vous savez, mon premier amendement, mon droit à la liberté d'expression et tout le reste. Cool, félicitations, Stevo. Comment ça va marcher pour toi quand tu vivras sous la loi de la charia? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, une fois que c'est fait. Oui, mais l'Europe le constate en ce moment avec une nouvelle attaque sur un marché de Noël parmi ceux qui existent encore. Ils ont annulé le Nouvel An en France, à Paris. Bon sang, ils ont annulé la grande fête publique du Nouvel An. Il y a des marchés de Noël en Allemagne avec des boules, mais enfin quoi? On avait des opérations de police pour éviter que quelqu'un ne vienne faucher des gens, comme si on risquait d'être tué. Et puis il y a l'Eurovision. Je sais que c'est un de tes préférés. Chai, ha! Qu'est-il arrivé à l'Eurovision? On participe, on pense gagner, ça va arriver, on va encore gagner cette année, mais je dois dire les 4 pays, Slovénie, Espagne, Pays-Bas et l'Irlande. Bien sûr, l'Espagne, ce pays sauvage qui a poussé les Juifs à cacher qui nous étions. Ma famille, issue des Juifs ayant quitté l'Espagne, a dû cacher son identité. On nous demande à nouveau aujourd'hui de cacher qui nous sommes, de diminuer notre identité. Jamais, plus jamais. Ils nous ont expulsés et maintenant nous harcèlent. Oui, exactement. Je sais que c'est double. Ce que je pense, ce qui est drôle c'est qu'ils se sont vraiment crus supérieurs et ils sont restés là parce que le reste de l'Europe n'a pas suivi. Ouais. Comme s'ils auraient pu le faire. Certains affirment que l'Eurovision touche à sa fin à cause de la politisation, mais ce ne sont pas nous, ce sont eux qui l'ont politisé. Bien sûr, Et je trouve ça juste drôle. quand l'Espagne a-t-elle gagné pour la dernière fois? Oh, l'année dernière, ils sont arrivés avant-dernier. Ah! J'ai été interviewée à la télévision espagnole le lendemain et j'ai dit « Vous êtes arrivés dernier ». Non, on reste avant-dernier. Mais ça avait été laissé là et l'autre européen. Ils pensaient que ça déclencherait une vague. J'espère que non, mais ils ont juste été laissés là. Mais maintenant, dire que leur condition est qu'Israël doit se présenter sous un autre drapeau. Eh bien, j'adorerais que tu te présentes sous le drapeau de la Catalogne. Merci. Si tu veux vraiment que ce soit sur un pied d'égalité, tu sais bien, tu représentes plus et tout le reste, alors utilise ce drapeau, vraiment. Ça ne peut vraiment pas être plus ridicule. C'est vraiment fou, dingue. Et je me demande juste quand le monde va se réveiller. Je me demande juste quand le monde va se réveiller. À propos d'un concours de chant, Oui, C'est le plus triste. Ce qui devrait unir et rapprocher les gens devient apolitique. Et ils l'ont politisé, et c'est juste, c'est triste. Maintenant, certaines personnes disent qu'Israël devrait se retirer pour le bien des arts et de la culture. Mais pourquoi Israël devrait-il se retirer? Pourquoi Israël n'est pas le problème? Il veut juste chanter un psaume. Je ne connais pas les Israéliens. tu ne sais vraiment pas Israël. On va juste... Oui, Exactement. oui. Et sur ce, nous passons à notre rubrique très populaire, Crapule de la semaine. Très bien, tant de crapules, si peu de temps. Nous attendons chaque jour à travers toutes ces crapules. Et Chai, tu vas faire ton premier Comme c'est excitant. dans cette émission. Vas-y. D'accord. Mon salaud de la semaine est, bien sûr, Guy Christensen. Tropachka. Je l'appelle prématuré choupat, car il semble pas totalement développé. Guy Christensen était chez Piers Morgan cette semaine, et peu importe ce que tu penses de Piers Morgan, l'interview était. Et cet extrait qu'ils ont coupé où il lui a demandé « Qu'est-ce qu'un terroriste ?» Il n'avait absolument aucune idée de comment le définir. Il parlait d'Elias Rodriguez, qui a tué 2 employés de l'ambassade à Washington, et disait « Non, ce ne sont pas des terroristes, mais des meurtriers. » Pierce lui a calmement demandé « Un terroriste tue pour des raisons politiques. L'a-t-il tué pour cela ?» Oui, alors est-ce que c'est un terroriste? La caméra zoome sur lui, il avait ce regard de bébé prématuré, pas encore développé. C'est vrai. C'était parfait. Pourquoi penses-tu que la résistance se produit? Ce n'est pas de la résistance, mais du terrorisme. Appeler à tuer des gens à Washington District de Columbia en réaction à la guerre à Gaza, c'est du terrorisme. Il réagissait au génocide, ne pouvant plus le supporter. Non, c'est juste un meurtre de sang-froid. C'est un meurtre, je suis d'accord avec ça.
Tu es d'accord, c'est un meurtre? Quelqu'un, je suis d'accord, c'est un meurtre. D'accord, donc c'est un terroriste alors, non? Non, ce n'est pas un terroriste. Qu'est-ce qu'il est? C'est un meurtrier. Il n'a pas commis de génocide, mais c'est un meurtrier. Et il est en train de la tuer. Tu acceptes ça? Tu admets qu'il tuait? Il ne supportait pas de regarder Palestiniens déchirés. Désolé, attends. Tu admets qu'il tuait pour des raisons politiques? Oui, je crois. Donc, D'accord, alors c'est littéralement la définition d'un terroriste. Et écoute, ce gamin a beaucoup d'antécédents en matière d'antisémitisme. Et il n'a que 20 ans. Oh, pour l'amour de Dieu, il n'a pas été expulsé? Il s'est fait renvoyer de l'université? Il a été expulsé de l'université, il a été viré de chez Meta, il est sur une liste de surveillance du FBI. Je veux dire, écoute, tu as gâché ta vie est fichue. Pourquoi? Pourquoi? Assis chez lui, drapeau palestinien dans sa chambre au sous-sol parental, je me dis que c'est mon minable de la semaine. Un très bon choix. Tu sais, Pierre, ça c'est haut et c'est bas, comme Émilie et moi le savons bien. Mais ça, c'était un bon moment. Oui, c'était vraiment un bon moment. Bon, Émilie, qui est ton minable cette semaine? Donc, pour revenir au forum de Doha, c'était très difficile de ne choisir qu'un seul minable parce qu'il y avait une pléthore de minables dans tous les sens, de tous les pays et de toutes les origines. C'était fou, ce festival de minables devrait être renommé ainsi. Mais cette semaine, j'ai choisi Neil Patel, qui est l'un des investisseurs du réseau de Tucker Carlson. Et pourquoi je l'ai choisi? Il était aussi, bien sûr, présent au Forum de Doha avec Tucker Carlson. Mais je l'ai choisi parce qu'il a été pointé du doigt pour beaucoup de ses liens avec le Qatar. Il a été critiqué à juste titre pour cela. Et il a tweeté cette semaine « Salutations de l'État sanguinaire, soutien du terrorisme et esclavagiste du Qatar ». Il est apparu avec Tucker Carlson et une boisson, alors que Tucker Carlson ne boit apparemment plus d'alcool. C'est une nouvelle pour tout le monde ici. Mais d'accord. Donc c'était un cocktail? Peut-être. Je veux dire, gardons-le. Oui, il en est à son premier jour maintenant. De toute façon, il a partagé cette photo de Tucker Carlson faisant un doigt d'honneur à la caméra. Et je trouve tout simplement que c'est choquant, répugnant et méprisable de se moquer d'un pays qui pratique activement l'esclavage moderne. Il faut une insensibilité et une haine particulière envers l'humanité pour agir ainsi. Oubliez Israël, oubliez le conflit politique. Se moquer de quelque chose comme ça, c'est au-delà de l'inhumain. Et cela en dit long sur le genre de personne que Neil Patel et ses amis comme Tucker Carlson sont, et c'est révoltant. Donc tu es mon salaud de la semaine. Un vrai salaud. Mais qui était Neil Patel? D'où vient-il? C'est quoi? C'est un multimillionnaire qui vient d'investir ou il a des liens politiques? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? Pas grand-chose, juste qu'il est l'un des investisseurs d'origine dans le réseau de Tucker Carlson, avec Omid Malik, le Pakistano-Iranien qui était aussi à Doha. Bien sûr qu'il y était. Pourquoi pas? Oui, absolument. Pourquoi ont-ils simplement joué au cricket? Je ne sais pas. Faisons ce que nous faisons. Faisons ce que faisaient les colons, ce que les colons faisaient autrefois. Absolument, absolument, Je veux dire, ce sont les colonialistes des temps modernes, même si ça a du sens. absolument. C'est écœurant. Bellamy, qui est ton salaud cette semaine? Mon salaud, c'est Milo Yiannopoulos. Une résurgence qui est sortie de nulle part, juste après que Charlie Kirk ait été assassiné. Il a des venues sur X disant qu'ils ont tué le bon sans savoir ce qu'ils cherchent. Et je me suis dit, super, tu sais, il a toujours été fou. Et je me suis dit, quel divertissement. C'est le moment parfait. J'ai besoin de rire un bon coup. Mais il s'est tout de suite complètement lancé dans à quel point il déteste les Juifs et à quel point il déteste Israël. Sa grand-mère maternelle est juive. Même s'il a grandi catholique, un juif reste un juif. Ce qui me ramène à une opinion très impopulaire que j'ai, nous avons vraiment perdu qui nous sommes en tant que peuple. Je me fiche de vos croyances. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, c'est que tout cela nous est imposé en pleine face. Et il est grand temps que nous fassions les choses de la bonne manière, que nous agissions en tant que juifs. Cessons d'imiter les goïms, de manger du yaourt, de croire que tout va s'effacer. Parce que ce type était sorti de nulle part, il a littéralement été annulé parce que c'était un pédophile. Oui, il l'était. Pédophile. Et maintenant, tout à coup, avec des gens qui traitent les Israéliens et chaque personne dans les forces de défense israéliennes, ils répètent sans cesse pédophile, pédophile, pédophile à chaque fois qu'il s'agit d'Israël. Mais maintenant, vous pouvez choisir votre pédophile, qui apparemment n'est plus homosexuel. Oh, il l'est. Oui, il n'a plus la fièvre de la jungle, il n'est plus attiré par les Noirs, il n'est plus homosexuel.
Il a changé, il ne se drogue plus. Est-ce qu'il a une petite amie? Dieu sait quoi, c'est ce qu'il a dit. Il a suivi une thérapie de conversion homosexuelle, ce qui l'a amené à parler directement à l'extrême droite de la base. Même eux sont confus. Que raconte Tucker? Ça veut dire quoi, gay? Tu es gay? Eh bien non, c'était une réaction à un traumatisme. C'était une réaction à un traumatisme que tu avais. Voilà, regarde, rapproche-toi de Nick Fuente. Tu sais quoi? Je pense toujours que cela pourrait être un mariage ou un partenariat idéal. Faites-le ensemble, soyez un couple fort. Oui, Les locaux ultra-blancs, en partie à connotation sexuelle mexicaine. Mais encore une fois, ça revient à ça. Quand j'ai dit que sa grand-mère maternelle est juive, cela ramène à la question, à quel point sommes-nous perdus? Après tout ce que tu as vécu, tu attaques encore les tiens. Dans une interview, il dit, eh bien, vous savez, les Juifs contrôlaient les médias. Oui, c'est vrai. Les Juifs contrôlent les banques. Oui, c'est vrai. Tu es fou ou quoi? Pas étonnant que tu sois aveugle. il devient aveugle. Oui, D'accord. Il n'est pas l'un des nôtres. il ne l'est vraiment pas. Je veux introduire un nouveau terme, car comme je l'ai dit, j'ai lu ce livre sur l'histoire des Juifs, écrit par Paul Johnson, un écrivain chrétien. Et il appelle ces personnes des Juifs non-Juifs. Donc je ne veux plus les appeler des personnes qui se détestent elles-mêmes. Je les appelle des Juifs non-Juifs, car c'est ce qu'ils sont. Ils ne sont pas Juifs. J'aime ça, ce sont des Juifs non-Juifs. Et c'est ce que ce Milos est. Je me souviens quand ils l'ont annulé pour pédophilie, puis ils l'ont repris car il est dans la ligne. Tout à fait d'accord. À propos de Moron, sur Message 200 Hollywood, il s'agit surtout de célébrités de catégorie B et C, avec quelques A. Les détracteurs sont toujours là. Ils ont écrit une lettre pour demander la libération de Marwan Barghouti de prison afin qu'il puisse devenir le prochain leader du peuple palestinien. Et cela arrive justement à temps pour voir s'ils peuvent reconstituer une direction palestinienne différente. Et ce qu'ils essaient vraiment de faire, très délibérément, certains par ignorance et d'autres par malveillance, c'est de faire semblant que cette Margot Barghouti, qui a tué 5 personnes et qui a planifié des attaques ayant causé la mort de beaucoup d'autres personnes. Il était l'un des méchants de la deuxième intifada, ce meurtrier, ce terroriste. Ils veulent le faire passer pour le Nelson Mandela, qu'il est un prisonnier politique en prison. Et non, il n'est pas allé en prison pour activisme politique. Il est allé en prison pour avoir tué des innocents. 5. Et ce sont 5 innocents. Et les élites hollywoodiennes, soi-disant qui n'ont rien à faire de leur vie vide, ont maintenant écrit cette lettre pour libérer une terroriste condamnée, avec encore de nombreuses années à purger, voire toute sa vie. Et pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles pensent qu'elles sont utiles, qu'elles rendent service. Ce sont des idiotes moralisatrices, des imbéciles qui n'ont aucune idée. Choisissons l'une de vos terroristes qui a tué plusieurs Américains et voyons si vous voulez qu'elle soit libérée. Et donc, dans un de mes commentaires, quand j'ai vu ça, j'ai écrit « Je serais presque tentée d'être d'accord. S'ils pouvaient vivre avec l'une d'entre elles dans leur maison à Hollywood, j'adorerais que Marwan Barghouti puisse aller vivre avec Mark Ruffalo. » Je pense que je pourrais soutenir ça. En fait, je pense que ça me convaincrait vraiment de soutenir ça. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, quand j'ai vu ça et que j'ai vu l'ignorance d'Hollywood, soutenir cela, c'est vraiment plus que dérangeant. Mais ça montre à quel point ils savent peu de choses sur ce qui se passe. Et le lavage de cerveau qu'ils ont tous subi, car c'est ce que les médias ont fait. Ça me fait regretter le COVID. Peut-on revenir à l'époque où il chantait Imagine et faisait du pain au levain en se filmant? Ça, je prends. Ça, c'est une célébrité, tu vois? Je veux dire ça à toutes ces célébrités qui veulent le soutenir. Marwan Barghouti regarde les mêmes 4 murs, ceux qu'il verra aussi en fermant les yeux pour la dernière fois. Il ne sera jamais libre. Absolument, et je vais vous dire pourquoi. Il ne sera pas libre, non seulement parce que nous ne le laisserons pas libre, parce que les autres dirigeants palestiniens, eux non plus, ne veulent pas de liberté. Mahmoud Abbas, lui non plus, ne veut pas qu'il soit libre. Le Hamas, ils ne veulent pas non plus qu'il soit libre. C'est aussi pour ça qu'ils ne l'étaient pas. Eux aussi évoquaient sa libération lors du dernier accord. Et je te le dis, mon intuition, et j'ai une bonne intuition de sorcière marocaine, Iha me dit ça. Les dirigeants palestiniens ont dit « Non, non, on ne veut pas que ce type nous cause des problèmes dehors. » Eh bien, c'est en fait la personnalité palestinienne la plus populaire, ce qu'ils essayèrent de défendre en disant que c'est le meilleur espoir pour une solution à 2 États, ce qui est génial. Marwan Barghouti est vraiment un pacifiste. Il a tant œuvré pour la paix avec un plan dont tout le monde a entendu parler.
Non, nous n'en avons pas entendu parler car il ne soutient ni la paix ni la solution à 2 États. C'est un meurtrier condamné. Exactement. Mais visiblement, personne à Hollywood ne le comprend. Donc ces 200 personnes à Hollywood, honnêtement, on ne peut pas faire plus pourri que vous, comme je l'ai dit. S'ils pouvaient vivre avec toi, je pourrais peut-être être convaincue. Très bien, eh bien, on doit toujours, tu sais, finir l'émission sur une bonne note, avec de bonnes ondes positives. Et nous avons tellement de héros, des héros qui se révèlent chaque jour. Commençons par toi, belle amie, qui est ton héros de la semaine. Mon héroïne cette semaine, c'est Katie Hopkins, dont je suis fan depuis longtemps. Je veux dire, elle est controversée, mais pour moi, je trouve intéressant de voir son évolution depuis l'époque où elle disait qu'elle n'embaucherait pas quelqu'un couvert de tatouages ou une chaniquois, jusqu'à aujourd'hui où elle en est, et elle est très honnête sur ses positions, mais elle a aussi évolué. Mais son soutien à Israël et au peuple juif n'a jamais faibli, et je respecte cela. Et elle a cette rubrique où elle parle chaque jour de la brique de Bajvanka. C'est hilarant parce que son sens de l'humour et la façon dont elle réussit chaque blague, c'est exactement ce que j'aimerais avoir au quotidien. Puis les résonnent dans ma tête partout où je vais. Je veux avoir ce niveau d'intelligence quand j'annonce des nouvelles comme ça. Parce que pour moi, elle s'en fiche vraiment maintenant, il n'y a plus de limite. Ils ont tout fait, et elle n'a plus cette barrière de se dire « je ne vais pas dire ceci ou cela ». C'était tellement drôle, mais sa façon de venir ici et de se lever, c'est comme si elle disait « qui êtes-vous? Que savez-vous ?» Et j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a tout perdu et elle doit tout reconstruire en réalisant les erreurs qu'elle a commises auparavant. Elle se rend compte que certaines choses qu'elle a dites auparavant étaient une controversée, que c'était juste pour provoquer les gens. Mais au fond, c'est vraiment quelqu'un de vrai. Il faut dire que lorsqu'on a affaire à 2 figures perçues de l'extrême droite alternative, je choisirai la dame tout de suite parce qu'elle est de son côté et qu'elle a la tête bien sur les épaules. Elle est très controversée et elle est venue ici il y a environ 6 ans. Elle était censée faire un spectacle, un film. Elle a fait un film sur les dangers de l'immigration, en particulier l'islamisation de certaines zones. Elle en parlait à une époque où personne n'en parlait. Elle est venue en Israël présenter ce film. Et j'étais déjà adjointe au maire de Jérusalem à l'époque. Et un type à Londres, bien sûr, un juif de gauche, a appelé toutes les salles pour qu'elles annulent la projection de son film. Ses amis de Césarée m'ont appelé pour me demander « Peux-tu lui trouver une salle à Jérusalem ?» Je n'étais pas vraiment sûre de qui elle était. Je savais vaguement qui c'était. Je pensais qu'elle était un peu du genre non culturel. J'ai appelé et trouvé un lieu pour projeter le film. Et la fois d'après, tu sais, il y a un article à charge sur moi dans Haaretz intitulé « Comment la maire adjointe fasciste de Jérusalem a sauvé la famille ». Katie Hopkins, voilà, et honnêtement, c'était un déferlement et je n'ai pas... honnêtement, c'était assez innocent et je me suis retrouvée impliquée. Mais je suis d'accord, elle a évolué et est très drôle. J'aime écouter ce qu'elle dit. Elle est parfois insultante, mais quand des gens tuent dans la rue, c'est peut-être nécessaire. C'est le moindre de leurs soucis. Et elle aide Tommy Robinson qui essaye de faire de son mieux. Tommy est en guerre contre le Qatar. Un travail arrive ici pour nous sommes là pour ça. Et Tucker, Oui, Tucker. Tuck l'a insulté et a demandé « C'est qui ce type ?» Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il l'a ensuite interviewé 2 fois. 2 fois, ça en dit long. Tucker n'est pas complètement mauvais. Il est en vie. Mais il est... Je ne sais pas ce qui se passe avec ce gars, mais bref, Émilie, qui est ton héros cette semaine? Alors, mon héros, je pense qu'il l'a déjà été, mais Marco Rubio, Il a été un héros. Nous tous, mon amour, elle a fini. je choisis toujours Marco Rubio comme héros. C'est mon numéro 1. Il a toujours été mon numéro 1. Depuis des années, même avant la première présidence de Trump, j'étais pour Marco Rubio président et je le serai toujours parce que c'est le meilleur. Il pourrait avoir besoin de toi la prochaine fois ou se présenter pour ça. Oui, Marco, je suis dispo. La campagne est juste ici. Oui, Je sais, mais franchement, cette semaine, il a été super sur tout. Mais cette semaine, il a évoqué la menace de l'islam radical, ce qui semble peu populaire, même chez certains membres de l'administration. Allez savoir, il a très bien parlé. Regardez. Et l'islam radical a des visées ouvertement sur l'Occident, sur les États-Unis, sur l'Europe. Nous avons également constaté des progrès dans ce domaine. Ils sont prêts à commettre des actes terroristes, des actions d'État, des assassinats et des meurtres, comme dans le cas de l'Iran. Tout ce qu'il faut pour qu'ils gagnent leur influence et, en fin de compte, leur domination sur différentes cultures et sociétés.
C'est une menace claire et imminente pour le monde. L'Occident et surtout les États-Unis, vus comme principale source du mal. Ils détestent l'Arabie saoudite, les dirigeants des Émirats arabes unis et de Bahreïn, car ils ont laissé les États-Unis s'associer à eux. C'est pour cela qu'ils les détestent, ils les considèrent comme des infidèles à cause de cela. Ils détestent Israël, mais ils détestent aussi l'Amérique. Et ils détestent tous les endroits dans le monde où nous avons de l'influence. Ils cherchent à l'attaquer, y compris ici, dans la patrie. Je n'ai rien à ajouter. Marco Rubio, t'es mon héroïne de la semaine. Pour tout ce que tu fais et pour toutes les dictatures que tu énerves et tout ce que tu fais pour lutter contre les régimes autoritaires. Que ce soit Maduro au Venezuela ou la République islamique d'Iran ou le Hamas et tous les groupes terroristes affiliés à la République islamique ou même Poutine lui-même. Donc, mon héros de la semaine, le secrétaire d'État Marco Rubio. Bien vu. Honnêtement, il est incroyable. Je suis ravie qu'il soit secrétaire d'État. Tu sais, certains contestent son pouvoir, mais c'est un homme bien. Il n'a pas assez de pouvoir. Il n'a pas assez de pouvoir. Oui. Et regarde, la question est de savoir ce qui va se passer dans le Parti républicain dans les prochains temps, s'ils vont gagner. Il semble que les démocrates n'y parviendront pas ensemble. Si leur meilleur choix est Bernie Sanders et ALS, honnêtement, vous n'atteindrez pas Barbero. Pourquoi? Ou Gavin Newsom, désolé, Jail Air Gavini, mais si c'est John David Vance et Marco Rubio, alors nous savons tous ce qui est le mieux pour la région et qui a les idées claires. Mais Marco est vraiment quelqu'un que je pense parce que je vous ai déjà parlé de dirigeants qui ont une colonne vertébrale d'acier et des dirigeants avec une main de fer. Nous nous sommes tellement habitués à ceux qui ont une main de fer, mais nous avons besoin de quelqu'un avec une colonne vertébrale d'acier. C'est quelqu'un qui regarde la vérité, en fait, et qui a aussi le sens des responsabilités. Nous avons perdu le sens des responsabilités et de demander des comptes, mais je le respecte car il sera le premier à le dire. Voilà ce que tu as fait, voilà comment tu as été corrigé. Ça, c'est un leader. C'est un bon point. Marco Rubio, également pour son parcours en tant que législateur, a toujours travaillé avec l'autre camp. Il n'a jamais compromis ses principes, mais il reste réaliste. Face à l'immigration, il a reconnu la nécessité de réformer le système. Ce n'est pas qu'il voulait une position très à droite, ni que les démocrates avaient toujours raison, mais parce qu'en tant qu'Américain, il faut trouver une solution. Et il n'y a plus cette rhétorique, ni à droite ni à gauche. C'est comme si on te diabolisait parce que tu travailles avec l'autre camp. Il avance, issu de familles immigrées. Oui, une famille cubaine connaissant la répression, comprenant ce que c'est, venu légalement en Amérique. C'est le latino le plus haut placé de l'histoire des États-Unis. Tu savais? Ma chérie, tu ne savais pas ça, hein? Il le mérite, timide. Qui est ton héros? Mon héros a inspiré beaucoup de gens déjà, mais cette semaine, c'est pour une raison précise. Hillel Neuer. Il est déjà venu dans l'émission? Eh bien, écoute. 2 fois. Quel héros! Cette semaine surtout, si tu regardes les vidéos de Francesca Albanese. J'ai une assurance médicale privée et ils ont refusé de me rembourser parce que je suis sanctionnée par les États-Unis. Le Parlement de l'Union européenne m'a invitée récemment pour une conférence. Ils m'ont réservé une chambre et elle a été annulée parce qu'elle était à mon nom. Eva Braun 2.0. Aussi au Forum de Doha. Bien sûr qu'elle l'est, mais elle s'est exprimée. Elle était tellement bouleversée qu'elle a imposé des sanctions. Impossible pour elle d'utiliser une carte de crédit, personne ne lui prête d'argent, même un café lui est inaccessible. Et tout cela, c'était à cause des reportages de Hillel Neuer. Alors merci. Oh, mais c'est encore plus que ça. Je voudrais en dire un peu plus sur Hillel. Ah oui. Cette semaine, 5 pays qui votaient normalement pour le financement de l'UNRWA ont voté contre. C'est un homme incroyable. Et c'est terminé. C'est grâce à son lobbying incessant et infatigable Absolument. pour ce que représente l'UNRWA, contre ce que l'UNRWA défend. Absolument. Oui, Francesca, le meilleur avec Francesca Albaredi, c'est sa visite chez Piers Morgan, surtout quand il a dit Hillel Neuer. Elle a prétendu ignorer qui il était. Hillel Neuer est le fléau de sa vie. Et elle a fait comme si elle ne connaissait même pas son nom. Je ne sais pas. Jamais entendu ça auparavant. Elle est tellement hypocrite. Il est peut-être temps pour elle de lancer une cagnotte en ligne. Elle devrait prendre exemple sur son entreprise. Ça ne peut pas être à son nom. Il faudra passer par quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a annulé son hôtel, puis elle dit qu'elle n'a pas d'assurance maladie. J'ai écrit sur Twitter « Oh, j'espère que tu ne tomberas pas malade ». Quelqu'un a écrit « Pourquoi tu lui souhaites de tomber malade ?» Je n'ai jamais dit ça. Elle plaisante. L'Afrique du Sud pourrait l'aider. Elle ne peut pas y rester plus de 90 jours. Eh bien...
Les Palestiniens sud-africains sont aussi interdits. Exactement, ils ont réussi à annuler. Oui, le pays défenseur des droits palestiniens l'a fait. Il disait que les Gazaouis voulaient étaler en zone sûre. Mais non, ils ont coupé cela. L'Espagne n'a-t-elle pas dit la même chose la semaine dernière que l'Espagne a dit à Israël? Non, nous n'accepterons aucun Palestinien. Ceux qui devraient accepter les Palestiniens, c'est le Qatar. Ils ont tellement de terres là-bas qu'ils ont aménagé pour la Coupe du Monde. À cause de la Coupe du Monde, Pas besoin d'aller loin. La Jordanie est juste à côté. oui, mais c'est très, très, très controversé. Mais le Qatar, Controverse. oui, mais le Qatar a beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Et ils ont ces villes qui ont été construites pour la Coupe du Monde, qui sont vides. Donc c'est tellement pratique. Regarde ces logements. Tout est... Comme c'est pratique. Ils pourraient se retrouver sous une tente dans 2 semaines, ce qui ne leur ressemble pas. Oui, exactement. De toute façon, je pense que c'est un héros très digne. Hillel, on l'adore, il est déjà venu et sera toujours le bienvenu. Et on rigole toujours un peu avec lui à propos des choses qu'il fait à l'Organisation des Nations Unies. Je suis gourmande cette semaine, je vais donner 2 indices rapidement. Alors, le premier groupe de héros, ce sont les 1000 pasteurs qui sont en Israël en ce moment pour une mission spéciale amenée ici par le docteur Mike Evans du Musée des Amis de Sion, de très bons amis à nous, 1000 pasteurs. Ça fait beaucoup de monde parce que toutes ces personnes sont des pasteurs de communauté ou de réseaux de communauté. Et donc, l'impact d'avoir toutes ces personnes ici, venues bénir Israël, venues découvrir la vérité, venues soutenir Israël. Hier, j'ai participé à une table ronde dans un théâtre. L'amour du public était incroyable. Il fallait un lieu immense. Alors, ces hommes et ces femmes, ce sont mes héros d'être ici en cette période difficile, de soutenir Israël. Et comme je leur ai dit hier, vous savez, le Qatar mène actuellement une campagne très, très délibérée pour essayer de séparer les chrétiens du peuple juif. Ils le font à travers Tucker et d'autres pasteurs. Et ces personnes se tiennent maintenant entre le Qatar, qui endoctrine la jeunesse dans la communauté chrétienne, et l'avenir du soutien à Israël. Ces personnes résistent, je leur tire mon chapeau, ce sont mes héros cette semaine. Dr Mike Evans, Robert Stearns et de nombreux autres leaders incroyables présents ici, Émilie l'a cité pour ses vauriens. Honnêtement, il serait difficile de choisir parmi ceux à la conférence de Doha. J'ai aussi une autre héroïne improbable cette semaine, Hillary Clinton. Regardez simplement ceci. Si les Américains changent d'avis sur Israël et sondage après sondage montrent que c'est le cas. Cela repose sur certaines informations qu'ils reçoivent non seulement des réseaux sociaux, mais aussi de journalistes très réputés qui travaillent dans la région, ainsi que de journalistes palestiniens à Gaza. Pourquoi cela n'est-il pas exact? J'ai parlé à des étudiants là-bas, j'ai parlé à des étudiants ailleurs, et en discutant avec eux de leurs opinions. Ils avaient certainement le droit d'avoir ces opinions en fonction des informations dont ils disposaient, mais ils ne savaient pas toujours pourquoi ils disaient ce qu'ils disaient. Et tout ce que je demande, c'est que les gens aient un contexte historique, à la fois pour ce qui est arrivé aux Palestiniens et pour ce qui est arrivé aux Israéliens. Ça, je ne sais même pas qui était l'intervieweur, mais c'est vraiment une personne dégoûtante qui a essayé de la piéger, a-t-elle dit. Les jeunes sont contre Israël parce qu'ils sont endoctrinés par TikTok. C'est ce qu'elle a dit, et ce type a essayé de lui faire dire que non, c'était à cause du génocide. Comment peux-tu dire ça des jeunes? Et elle est restée imperturbable, je l'ai trouvée très diplomate. En fait, elle lui a laissé un peu de marge de manœuvre. D'accord, c'est dur de voir des conflits partout, mais pourquoi se focaliser sur celui-ci? Vous savez, la guerre est une tragédie, mais pourquoi celle-ci? Donc vraiment, je pense, et je le dis depuis le début du 7 octobre et tout ce conflit, les Clinton ont été formidables, et les Obama ont été horribles, et les Clinton n'ont pas flanché. Oui. Tu sais, les gens les ont critiqués quand il était au pouvoir et quand elle était secrétaire d'État, mais Hillary Clinton a les yeux grands ouverts. Elle sait qui a rejeté les accords d'Oslo, qui a abandonné la solution à 2 États et que ce n'était pas Israël, mais la direction palestinienne. Et quand elle a parlé hier du contexte lors de la conférence de Doha, avec un homme qui essayait vraiment de la coincer, elle est restée imperturbable. Chapo! Hillary Clinton, tu es mon héroïne cette semaine pour être la seule personne à ne pas avoir été lobotomisée à la conférence de Doha. Très bien. Et sur ce, nous terminons notre émission, comme nous le faisons chaque semaine. Et cette semaine, il en reste un otage à ramener à la maison. Rankvili, un héros tombé.
et nous prions pour qu'il rentre chez lui. Nous prions pour que ce monde entier retrouve le bon chemin et nous vous reverrons la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.